Fait que, messieurs, on tombe dans le sérieux. On connaît pas ça, les caméras, fait qu'on a le meilleur avec nous autres. On est correct. Ouais, t'es en plein ça. Fait que ça, c'est moi qui prends le lead de la soirée, c'est ça? Prends le lead, Mathieu, on laisse aller ta marouette. Écoute, Mathieu, moi, je prends pas de chance, je vais fermer le micro à Steph. Comme ça, c'est ouais. Je vais être capable de placer 1 ou 2, 3 mots, là. Et sûr va trouver le moyen d'en revenir. Fait que... Exactement. Écoute, avant d'aller plus loin aussi, je veux remercier les gens là, qui sont là en grand nombre. Je vois plein de commentaires, là, ça déboule. J'ai pas le temps de répondre aux questions. Mais bref, on vous remercie beaucoup d'être là, de nous suivre. Puis on espère aujourd'hui que les informations qu'on va vous donner sur les caméras, peu importe la sorte de caméra que vous allez avoir, va vous aider à aller chercher des données, à aller chercher ce que vous avez besoin là, pour les succès de votre chasse. Écoute, moi, je vais commencer avec une première question, Mathieu. Oui. On tombe dans la chasse à l'ours, OK? Moi, j'utilise beaucoup les caméras pour la chasse à l'ours. C'est le gros de mon utilisation se fait là. Et évidemment, ben, les ours, comme tu le sais, c'est des mangeurs de caméras. T'as beau faire ce que tu fais. Quand tu as un appât seul, tu viens à bout avec de l'alcool, te nettoyer les mains puis que ça ne sente pas trop. Mais quand tu as 30-40 appâts, là, à un moment donné, veut pas, là, tu fais des trails à terre, tu fais plein d'affaires. L'odeur est là, puis regarde, il n'y a rien à faire contre ces bêtes-là. Mais je pense que tu distribues un produit qui va limiter les dégâts, au niveau des caméras, sauf que ça prend certains ajustements quand même. Oui, c'est ça. On va commencer par présenter peut-être un petit peu le produit qui va nous permettre d'aller installer nos caméras en hauteur. Parce que, tu sais, un ours, là, veut pas, c'est un animal qui est curieux au bout, là. C'est à peu près le plus curieux qu'on a dans toute la gang. Puis ça a des griffes. Fait que quand ça vient mettre ses griffes, ça décide de mordre la caméra, ben c'est là que les problèmes arrivent. Plus que la moitié des caméras que je vois qui reviennent, qui ont des façades à remplacer ou des antennes de caméras cellulaires, c'est les ours. C'est tout le temps les ours les coupables, je ne cherchais pas plus loin. Fait que moi, c'est le produit, c'est le Spy Eye. C'est ça qui va nous permettre d'installer nos caméras en hauteur. Une belle petite braquette là, qu'on a comme ça ici. Ouais. Là, on a un adapteur là, vraiment qu'on va pouvoir aller visser. On a pris une petite vis comme ça. Puis on a un adapteur qu'on peut se mettre après. Exactement, merci pour l'image. On a un adapteur comme ça qu'on peut venir visser après notre table en hauteur. Fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une échelle ou quoi que ce soit. Puis on va être capable de s'installer facilement à 8 à 10 pieds dans les airs avec le Spy Eye. Ce qui est le fun avec ça, ben tantôt on parlait, là, pour les c'est standard, les insertions 1,20 $. Donc, que ce soit n'importe quelle marque de caméra. Autrement dit, Mathieu, ça fait n'importe quelle caméra. Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. On ne se casse pas la tête. 98% des caméras, ça fait avec ça. Après ça, ce qu'il reste à voir, là, c'est vraiment de savoir si vous avez l'insertion en dessous de la caméra ou en arrière de la caméra. Fait que là, ça va prendre un adapteur spécial si jamais ça vise en arrière de la caméra. Parce que tu as ça aussi. Oui, ça vient avec. On a ça disponible. Tu as parlé de l'adaptateur parce que tu as deux kits. Parce que moi, c'est une question que je me fais souvent poser. Tu as l'adaptateur que toi, tu peux ajouter sur ton balai, sur ton manche à balai. Ouais. Mais tu as aussi celui que moi, j'ai reçu, là, que je peux utiliser, qu'il peut se rallonger. Fait que pour le transport en forêt, ben, tu peux les avoir beaucoup plus courts, les mettre dans ton sac à dos. Puis quand tu arrives en hauteur, ben, tu es capable, tu fais que les rentrer un dans l'autre. Tu fais ta longueur, puis après ça, tu es capable d'aller dans le top de ton arbre pour faire tes affaires. Moi, j'adore ça, là, ce système-là. En tout cas, ces poteaux-là, c'est merveilleux. Là. Ouais, c'est ça, toi, Steph. Tu as le kit de luxe qui vient avec la scie. Tu as une scie aussi pour couper tes branches nettoyées. Je vais en parler tantôt. Là. C'est aussi important. Non, puis la scie, pour de vrai, je vais te laisser le punch, là, mais la scie est quelque chose, vraiment. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Serge, là, je ne sais pas si c'était bon pour me publier un petit peu les images. J'aimerais ça parler peut-être l'image numéro 1, la hauteur des caméras selon ce qu'on va s'installer. Là, ça va être un chevreuil sur l'image, mais on va prendre pour acquis que c'est des ours. Fait que ça, c'est, mettons, la hauteur de base, là, à peu près 3-4 pieds, qu'on va commencer à s'incliner. Fait que pas sans nécessairement utiliser le kit Spy Eye avec la pause. C'est le genre de détection qu'on pourra avoir en étant incliné un petit peu. Là, on voit qu'on commence à pencher vers le sol. Là, on perd la détection déjà là au bout un petit peu parce qu'on n'est pas trop... Je ne sais pas si c'est bon pour me mettre la plus haute, Serge. Oui, exactement. Fait que quand on va s'installer vraiment en hauteur, peut-être une dizaine de pieds en l'air, ce qui est important à faire attention, ça va être la détection de votre caméra. Là, on a beaucoup de gens, des fois, que ce soit avec un kit de Spy Eye ou avec une échelle, le problème, c'est qu'ils oublient leur détection. Le détecteur, il n'est pas fait pour détecter à la verticale. Il est fait pour détecter à l'horizontale.
Fait que quand on va s'installer vraiment en hauteur comme ça, ben, ce qui est rapproché, on le détecte plus bien. Puis ce qui est éloigné, on le détecte pas non plus. Fait que ce qui était vraiment important, là, c'est qu'on va s'installer haut. Exemple, si on a un appât pour l'ours, notre baril, on va s'arranger pour que ce soit à peu près au tiers à partir du bas de notre image. Fait qu'exemple, dans le début du chevreuil, si on voit le chevreuil, là, on mettrait notre baril à l'ours ou que le chevreuil est dans le centre avec le vert. OK. Fait que comme ça, quand il va arriver. Ouais, quand il va arriver au baril, l'ours, là, on va pouvoir vraiment bien le détecter. Si on vient mettre notre baril, exemple, trop proche ou trop loin, c'est là qu'on va être hors champ de détection si on est en hauteur versus une installation à l'horizontale. C'est quoi la distance idéale pour toi, Mathieu? Si on est en hauteur, là, on peut travailler peut-être un trentaine de pieds. Souvent, la distance que je vais travailler, parce que plus que tu t'éloignes aussi, plus ton champ de vision va élargir. Fait qu'au lieu d'être zoomé juste sur l'information principale, des fois, on va être capable d'avoir de l'information secondaire d'un coin. Fait que plus on s'éloigne, plus on a de l'information. Mais moi, ce que je fais souvent aussi, c'est que, tout dépendant, là, mais si je suis capable, j'essaye d'en mettre deux en hauteur pour pogner les deux angles, pour aller chercher les deux façons d'être capable de pogner. Parce que un bord, tu vas les voir arriver, mais des fois, tu vas les perdre sur l'autre sens. Fait que si tu vas chercher tes deux angles, ben au moins, là, tu vas voir ce qui va arriver des deux bords. Tu sais, si on vient avec l'image de tantôt, il y a un bord ou l'autre, tu vas être capable d'aller chercher. Tu vas avoir plus de... Comme le chevreuil qui est complètement à droite là, avec la femelle, ben, si j'avais une caméra sur l'autre arbre, ben là, je pognerais mes deux chevreuils. Là. C'est ça. Oui, c'est ça. Si vraiment on décide de travailler en hauteur, c'est sûr qu'on peut travailler aussi à hauteur un peu plus basse. Quand on travaille en hauteur un peu plus basse, c'est là qu'il faut faire plus attention à nos odeurs. Le type d'attache qu'on va prendre aussi. Là, de type de base, on a des courroies qu'on va prendre pour attacher après notre arbre. Ça, c'est vraiment fixe. Puis si l'ours vient tirer dessus, souvent, il va briser les attaches en arrière de la caméra. Oh, il va te casser. Un truc bien facile. Tu sais, des petits élastiques avec des crochets, là, on peut prendre ça et attacher notre caméra avec ça. Fait que s'il donne un coup de patte ou qu'il essaie de la mordiller, ben, la caméra va juste se tasser, elle va se déplacer. Fait qu'au lieu de briser vraiment l'endos de la caméra, elle va se déplacer. Puis l'ours, à un moment donné, il a l'âge, il stand. Le pire qui va arriver, c'est qu'elle tombe à terre. Mais au moins, il n'aura pas brisé votre caméra et ça cause des intrusions d'eau ensuite. Là. Fait que, exactement. Ça, c'est à hauteur d'homme. C'est ça, mais de toute façon, tu sais, quand ils se mettent à les mordiller, là, il est crunch. Il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire avec ça. C'est vraiment. Mais tu sais, l'avantage, Serge, avec l'ours, c'est que, tu sais, comme il dit, si tu mets en angle, puis qu'elle reste en angle, ben tu vas pogner ton drum, c'est ce qu'on veut, parce qu'à 99% du temps, que ce soit un drum ou ton site, il va rentrer dans ton site. Fait qu'au moins, là, tu vas le ramasser avec ta caméra, là, tu sais. Non, exactement. Exactement. Vois-tu, dans mon cas, moi, là, en utilisant des billes de bois, ben, c'est toujours à la même place. Fait que, contrairement à un drum, mettons qu'il va se promener sur 10 pieds, tu vas changer tes setups, là, tu sais, là. Fait que, c'est ça. Peut-être les gens, quand ils utilisent des drums, de mettre des barrures en arrière, là, tu sais, pourquoi. Mais il n'y a rien qui empêche aussi de travailler les sentiers d'accès. À un moment donné, on le voit, les autres, qui arrivent tout le temps à la même place. C'est aller vous installer dans les sentiers et les voir avant qu'ils arrivent aussi. Puis, des fois, vous allez voir ce qui ne vient pas nécessairement au baril. Il y en a qui vont barrer avant d'arriver. Fait que ça peut être le fun de regarder ça aussi. Oui, effectivement. Il ne faut pas avoir peur là, de cacher et camoufler un peu nos caméras non plus. Des fois, on pogne la première arbre qui est sur le bord de la baie, puis on installe ça là parce que nous autres, c'est facile d'accès. Mais aussi, si on arrive en 4 roues, ben installez-vous peut-être dans le sentier, vous arrivez en 4 roues, l'ours, il ne sera peut-être pas tenté d'aller se promener nécessairement dans le sentier du 4 roues. Parce qu'on passe C'est-à-dire que lui, là, quand tu vas rentrer dans l'appât, là, il va focusser sa bête, là, puis il ne pensera pas ce qu'il y a de proche. Quand il est autour de l'appât, qui est proche de l'appât, là, il va se concentrer sur ce qu'il y a autour de lui. Fait que si la caméra est là, il va renifler, il va sniffer, il va voir le flash, il va avoir plein d'affaires. Puis c'est là que la caméra va faire endommager. Tu sais, souvent, si tu as ton arbre, attends un peu, je vais le mettre de même. Là. Si tu as ton arbre puis tu mets ta caméra qui se détache complètement de l'arbre, c'est automatique que ça va attirer l'attention d'un animal. Que ce soit un roche, ou un orignal. Fait que tu sais, si tu la prends puis comme Mathieu dit, tu la rentres, mettons, d'une talle de sapin puis qu'elle vient couvrir tout le tour de ta caméra, que tu as juste ton objectif qui est sorti, ça n'attirera pas leur attention puis ils ne montreront pas dessus pour aller voir parce que même si tu es offset puis qu'ils voient que l'arbre, il y a de quoi qui sort de dedans, ils vont monter dessus puis ils vont aller voir tout de suite. Il a reculé du site, là, d'un 30-40 pieds. Il n'est pas peur de décaler un petit peu plus loin. Là. De nuit, habituellement, là, aller jusqu'à 40 pieds, on va être capable de quand même bien évaluer le gibier. Et en étant à 40 pieds en arrière, ben, vous allez voir large et vous n'êtes pas dans le centre d'intérêt de l'ours.
Puis, point, là, tantôt, on a amené l'installation hauteur d'homme, puis à hauteur un peu plus haute. On n'évaluera pas nécessairement l'eau de la même façon aussi, parce quand on est horizontal au sol, plus facile d'avoir les grosseurs, le ventre et tout ça. Des avantages quand on va s'installer en hauteur, par exemple. Plus difficile d'évaluer nos ours. Là. Même affaire pour le chevreuil. Il reste, Mathieu, qu'un ours, là, plus souvent qu'autrement, parce que dans les ours, on va en avoir des trapus, des bas super, des hauts super, des plus longs, des plus courts. Mais il reste une chose qui est très, très significative, là, c'est les oreilles, la distance entre les oreilles. Puis si les oreilles sont droites, puis les oreilles sont inclinées. Ça, rendu là, après ça, le 16, là, ça devient comme secondaire. Fait que, tu sais, avec une caméra qui est dans les airs, tu vas être capable quand même de voir toute cette portion-là de la tête qui va te donner des bons indices, là. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais c'est juste parce que la première chose que, tu sais, on t'habitue. Moi, je suis plus un chasseur de chevreuil. Quand on regarde le chevreuil, on va regarder le cou, la démarcation, tout ça. L'ours, c'est un petit peu la même affaire, mais comme tu parles avec l'ours, c'est sûr, les oreilles et la tête, ça ne trompe pas. Non, moi, ce que j'aime du système, c'est que quand qu'on chasse dans le freeland, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir visiter, qui vont passer sur nos spots. Le spy eye, tu enlèves ça de la hauteur des yeux des chasseurs. Fait que moi, depuis que je prends ça, je me fais plus voler de caméra. Tu sais, je n'ai placé tout l'hiver des caméras. Puis j'ai vu du monde des traces dans la neige passer proche des sites. Puis ils n'ont jamais vu les caméras. Puis ils n'ont jamais eu accès aux caméras. Je ne me les ai pas fait voler. Quand tu vas te promener en forêt, toi, c'est quoi tu regardes? Tu vas, on regarde pour des signes, mettons, de chevreuil, puis on regarde à terre, on regarde des arbres. On ne regarde pas dans les arbres, dans les sentiers, à voir ce qui est perché dans les arbres. Nous autres, ce qu'on cherche, c'est des signes au sol. Et notre vision, elle nous dirige vers le bas. Fait qu'on n'est pas porté déjà là à regarder en haut. Fait que, à part si on installe des caméras sur des sites comme des salines ou des appâts, que là, oui, quelqu'un, un intrus va arriver, va regarder autour, puis il va fouiller un petit peu. Mais sinon, si on installe en hauteur, moindrement en forêt, dans des sentiers, ils verront rien. C'est ça. Non, exact. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi avec tes kits de braquettes, là, parce que je m'en suis commandé là, pour la pourvoirie, c'est que même si tu n'utilises pas le spy eye, là, les kits de braquettes vont te permettre d'ajuster ta caméra convenablement sur un arbre. Parce qu'on n'a pas toujours des arbres de niveau placés parfaits sur nos appâts. Des fois, écoute, j'ai des arbres, c'est le même. Là, tu mets une petite branche en arrière, la branche tombe. Les petits bâtons en arrière, c'est ça. Les petits bâtons qui tombent et qu'on n'est pas stable. Là, vraiment, avec ça, on est capable d'aller ajuster vraiment notre angle. On a de quoi de solide, bien dirigé, qui va être stable. Okay. C'est ça. On peut l'utiliser de différentes façons, mais surtout pour, justement, peut-être réduire le nombre de bris à la chasse à l'ours, ceux qui le pratiquent. Être plus discret pour ceux qui ont des secteurs qui sont plus intrusion. Sinon, ben encore là, même la chasse au chevreuil, on pourrait embarquer là-dessus avec Steph, là, mais c'est sûr que si tu es un territoire à gros boc, que tu aies une caméra qui soit de nuit ou de jour, là, on dit « Ah, ils voient les flashs et tout ça ». Mais même de jour, un gros boc, des fois, ils vont spotter la caméra, ils vont en sentir. Fait qu'en étant en hauteur, on vient de sortir de leur champ de vision un petit peu. Fait que c'est sûr que ça les dérange moins. Là, fait qu'on tombe dans le gros boc. On a une question ici, mais on va y revenir tantôt parce qu'on en parle. On va parler de l'entretien et tout ça. Je veux juste pas que M. Nantel pense qu'on va l'oublier parce que c'est quand même une question très pertinente. Là. Moi, j'aimerais qu'on parle des maudites cartes SD. Parce que parce que ça, là, écoute, moi, je l'ai acheté en quantité industrielle. Évidemment, j'ai été sur des sites Internet parce que j'ai quand même 40 appâts, donc question de coût. J'ai acheté des cartes à 2 piastres que je pensais qu'ils feraient l'affaire. Puis écoute, j'en ai une sur 2 qui marche. Fait que tu nous conseilles quoi au niveau des cartes SD? Ben, moi, dans la carte SD, là, on va rester dans les marques connues. On oublie là, les marques pas chères, marques maison. On reste dans le Sandisk, Lexar. Puis maintenant, les cartes sont pratiquement toutes classe 10. Là. Fait que, ça naît. Mais Steph va te chicaner. Là. Vas-y! Vas-y. On voit les cartes, là, les micro SD avec les adapteurs. Là. Ben, ça, souvent, là, ça va te causer des problèmes avec l'humidité ou à long terme. Parce que c'est pas nécessairement ta micro SD qui fait défaut. Mais c'est ton adaptateur, à un moment donné, vient lousse, ton contact se fait plus bien. Fait qu'à un moment donné, la caméra a de la misère à détecter tes cartes. Fait qu'on est mieux avec des vraies cartes SD, là. Oui, c'est ça, exactement. Puis si ta caméra, elle prend des cartes SD, vas-y avec du SD. Si elle prend des micros SD, ben là, go, vas-y avec des micros. Ah ouais, je comprends. Les histoires d'adapteurs, puis ça, j'en ai tellement vu passer, on oublie ça. Ça, c'est pas conseillé, là.
quand tu as ta disquette, ta petite carte qui rentre en haut, là. C'est ça. C'est C'est ça. pas bon. Les 110, c'est pas bon. C'est Non, vraiment, non. moi, le type Le modèle, ouais, je comprends. C'est ça, exactement. C'est des risques. On ajoute des risques. C'est ça, on ajoute des risques. C'est tout le temps une question de proportion. À un moment donné, tu vas en avoir 10, ça va bien aller. Puis au bout d'un an ou deux, tu vas te demander pourquoi que ta caméra prend moins de photos ou que là, elle n'a pas lu la carte, je suis plus capable de prendre les photos. Mais c'est pas dur, c'est ton adapteur. Puis même nous autres au travail, on le voit, on met l'adapteur dans l'ordinateur, puis elle détecte même pas notre carte SD. Fait que c'est sûr que la caméra, ça l'arrive aussi. Fait que ça, on essaye d'éviter ça. Rester des marques connues. Les vitesses de carte, comme je disais, c'est quand même assez rapide. L'erreur souvent que le monde font, c'est qu'ils ont des caméras depuis là, 15, 20 ans, tu sais, quand ça a commencé, puis on a encore les mêmes appareils, là, des cartes de 1 G, de 2 G, sont trop lentes, la capacité est moindre. Puis là, à ce temps, on a des caméras qui filment en 1080p, puis pratiquement en 4K. Fait que, quand on commence à faire du vidéo, mais ces cartes-là, premièrement, les photos ou les vidéos ils ont moins d'espace, puis ils n'ont pas nécessairement la rapidité pour être capable d'écrire dessus. Fait que les vieilles cartes, on garde ça avec les vieilles caméras. Puis les nouvelles caméras, bon, on s'équipe avec des cartes assez récentes, là, si on veut éliminer des problèmes. C'est quoi que tu conseilles? Parce que souvent, sur les cartes, c'est marqué la vitesse des 60X ou des 80 MB ou le 32 GB, c'est la capacité, si on le sait. Mais qu'est-ce que tu conseilles pour avoir un maximum? Ben, regarde, tu vois, nous autres, ce qu'on vend présentement, Sandy, c'est rendu avec de 120 mégabits seconde. Ce qui est vraiment important, c'est la classe 10, parce que tu as la vitesse de lecture et la vitesse d'écriture. La vitesse d'écriture, souvent, elle va être plus autour de 10 mégabits seconde. Vitesse de lecture, des fois, c'est plus quand on va faire les transferts aussi sur notre ordinateur. C'est quand on arrive à la fin et on veut tout transférer. Exemple, on a 10 gigs de photos, vidéos, on transfère ça sur notre ordinateur, mais ça va peut-être transférer plus rapidement. Mais vraiment, le classe 10, c'est ça qu'il faut regarder. Là. Okay. Mais, donc, pour l'auditoire, classe 10, peu importe la sorte de caméra que tu as, si tu as une caméra qui est récente, 1 an ou 2, classe 10, tu ne casses pas la tête. Puis pour ceux qui... ça donne une carte, Steph Mondo, comment est-ce qu'on voit ça, une classe sur une carte là, que les gens voient? Regarde, Matt, moi, on ne verra pas bien, c'est la mienne, mais il y a un petit C10. Je vais juste le mettre au bout de mon doigt. Ouais. On ne le voit pas. Bouge pas, bouge plus, Matt. Attends une minute, bouge pas. Hop! On va te grosser, bouge pas, là, tiens. C10. Ah oui, on le voit là en dessous du HC ou à côté du 1. C'est ça. C'est ça. Ben là, mon image, moi, affiche à cause de mon split, là, mais il y a un petit C10 sur la carte. C'est ça qui est important. Puis après ça, ben là, autre point important des cartes mémoire, là, on en voit de temps en temps. Les gens, des fois, ils vont dire ah, ben moi, j'ai acheté une 64 GB parce que je veux avoir du stock. Mais des fois, les caméras, il y en a, les plus vieux modèles, ils étaient limités à 8 gigabits par carte. La majorité maintenant, c'est 32. On a certains modèles là, qui peuvent débloquer plus haut que ça, mais c'est important de regarder les spécifications du manufacturier pour les cartes mémoire, c'est quoi le maximum. Parce qu'on a souvent du soutien technique que les gens vont utiliser des cartes trop grosses pour l'appareil, qu'est-ce qu'il peut prendre. Ah, OK. Ouais. Ouais. Je me suis rendu compte de ça, moi, à un moment donné. OK. As-tu un standard, Matt, que tu peux dire que le gars, là, il ne se trompera pas? Là. Une classe 10, mettons, je ne sais pas, 32 gigs. Classe 10, 16 gigs si on fait de la photo. Classe 10, 32 gigs si on fait de la vidéo. Moi, c'est ma façon de faire. Puis pour le prix, on est pratiquement au même prix, 16 et 32 gigs maintenant. Fait que moi, je vais tout 32 gigs à ce temps. OK. Sauf que si tu as des caméras de, mettons, 5 ans et plus, là, il faut que tu fasses attention à la capacité de la carte. Tu peux descendre dans le 8 ou 16. Là, et quand on arrive dans une caméra de 7-8 ans, il y en a qui c'était encore 8 gigs. Là, fait que juste faire attention à ça. Ouais, c'est parce qu'on n'en trouve plus bien des 8 gigs, hein? C'est rare. C'est rare. Mais écoute, nous autres, moi, chez Bolly, ça a tout le temps été du 32 gigs là, depuis des années. D'après moi, il faut que je recule de 15 ans pour retourner à 18. Là, fait que, sur le marché, ce qu'il y a, c'est du 32. Puis Matt, il faut faire attention, là. On va la mettre de même, là. Mais la petite coche sur le côté, la barreuse, il faut faire attention à ça aussi. Là. Juste ici, là. Ça descend ou ça lève. Là. Ça peut être une des raisons. Assurez-vous. On va le placer pour que ça soit plus clair. Là. Mais il faut s'assurer que ce soit ouvert, là, que ta SD soit pas barrée. Là. Non, c'est ça. Il faut qu'elle soit tout le temps poussée vers tes pins. Puis ça aussi, avec à un moment donné, c'est comme d'autres choses. Une carte mémoire, on la rentre, on la sort, ça use. Puis ça arrive des fois qu'on voit que le petit piton sur le côté devient lousse. Quand on va l'insérer, ben, ta carte elle va se verrouiller. Puis quand tu la ressors, tu dis ben voyons, elle n'est pas verrouillée.
Mais c'est juste parce que ton piton il est rendu là, s'il n'y a plus de retenue. Il n'y a plus de retenue. Fait que ça, dans ce temps-là, là, on prend la carte, soit qu'on colle le petit piton pour plus qu'il rebord, ou soit qu'on la remplace carrément. Mais c'est une autre affaire. Les cartes mémoire, oui, ça peut venir qu'à briser à un moment donné. Là. Les gens, des fois, ils nous disent ah, on est capable de regarder nos photos sur l'ordinateur. Ben, c'est une puce électronique que dedans, puis ça se peut que ça fasse défaut. Puis des fois, ben, faire un formatage à partir d'un ordinateur ou à partir de la caméra, si ça vous offre l'option, c'est pas une mauvaise idée non plus. Est-ce que c'est mieux à partir de la caméra ou à partir de l'ordinateur? Pour un usage régulier, je te dirais formater à partir de la caméra, mais des fois, tu as des cartes mémoire qui sont complètement bloquées. Là, dans ce temps-là, il faut aller sur l'ordinateur pour faire un formatage blanc qu'on appelle. Oui. Pas celui qui est rapide de l'autre. L'autre qui est plus complet. Exactement. Okay. Ça prend à peu près une demi-heure à faire si on fait le formatage blanc. OK. J'avais une autre question pour les cartes mémoire. OK. On parle de photos puis on parle de vidéos. J'aimerais qu'on parle de l'importance maintenant d'utiliser la vidéo pour aller chercher des données supplémentaires que la photo ne nous permet pas. Il y a plein d'affaires. Écoute, quand on embarque dans le sujet de photo, moi, mon premier point qui arrive, c'est souvent qu'une photo va te laisser place à l'interprétation versus une vidéo, surtout une vidéo avec le son. Que là, tu vas venir voir un comportement visuel complet. Puis des fois, tu vas avoir du son environnant aussi qui va venir appuyer ce que tu vois. Fait que ça va te permettre de vraiment mieux comprendre la situation. Là. Exactement. Tandis qu'une photo, ben, tu as une photo puis tu sais pas rien. Si tu es dans un sentier, tu as vu un chevreuil ou deux sur photo. Après ça, tu as des intervalles de pause qui embarquent. Tu as peut-être manqué 3-4 chevreuils sans le savoir. Tandis qu'en vidéo, ben, tu peux voir une femelle, deux veaux, une femelle, un autre veau. Tu es rendu à 5-6 chevreuils qui suivaient. Par contre, il faut que les gars soient conscients qu'en mode vidéo, ça prend beaucoup plus d'énergie. C'est là que ça prend des power packs ou ça prend des systèmes solaires pour être sûr que ta caméra va toute pogner. Parce que c'est normal, tu parles de vidéo. Même nous autres, tu le sais, ça, avec nos caméras, quand on filme, c'est notre plus gros problème. Aussitôt qu'on part les caméras avec les batteries, ça meurt. Fait que c'est la même affaire les caméras de surveillance. Ça n'a pas rapport avec une marque ou un autre. Là. Aussitôt que tu touches aux vidéos, attelle-toi parce que si tu laisses avec des 2A, ça va te coûter une tasse. Oui, puis en plus, j'imagine que si tu as du son par-dessus ça, une vidéo avec son, ça doit égruger encore plus. Oui, il y a tout le traitement d'image qui embarque. Il y a tout le traitement d'image qui embarque un peu plus technique. Là. Mais la façon qu'on va traiter notre vidéo, ça va avoir un meilleur rendu ou pas. Des fois, il y a une façon de le traiter plus rapidement. Ta caméra travaille moins longtemps sur le traitement vidéo, donc tes batteries sont moins utilisées. Mais si ton vidéo est de meilleure qualité, mais tu vas le traiter plus longtemps à l'interne. Fait que ta caméra, au lieu de travailler 2 secondes, elle travaille peut-être 8-10 secondes. Fait que ce 8-10 secondes-là, et puis en veille, il la travalle. Fait que ça, puis Matt, sans vouloir, là, écoute, quand tu as commencé à jouer avec du vidéo, il n'y a rien qui je ne veux pas dire de mauvais mot, là, qui écœure le plus au monde. Là. Quand tu as mis ça à 15 secondes, c'est comme tu vois de quoi arriver, pouf! Ton vidéo a coupé. Fait qu'on se rend malade à accoter ça quasiment. En tout cas, moi, je accote ça quasiment dans le fond du maximum que la caméra peut me donner pour être certain de ramasser le plus d'informations possible. Mais c'est veut pas. Je vois que les caméras le font. C'est ça. Mais tu sais, je vais juste donner une idée technique un petit peu là, de la consommation d'une photo de jour, photo de nuit, puis une vidéo de jour, vidéo de nuit, mettons, de 10 secondes. Juste pour comparer. Si on a une photo de jour versus une photo de nuit, ben on va prendre environ 4 à 5 fois l'énergie pour une photo de nuit. Fait que déjà là, c'est un ratio que, mettons, on arrive au mois de novembre là, dans la chasse au chevreuil, qu'on tombe à 80% de photos de nuit puis qu'on consomme 4 fois plus de batterie. Là, ça va paraître. Si en plus de ça, on décide de dire, ben moi, je veux faire du vidéo, ben déjà, à la base, le vidéo de jour versus une photo de jour va prendre peut-être 3 fois à peu près la consommation. En tombant de nuit, on vient encore de faire 4-5 fois. Fait que, tu sais, grosso modo, si on part d'une photo de jour versus une vidéo de nuit de 10 secondes, on est peut-être à 20-25 fois la consommation de batterie. Fait que c'est énorme. Imagine sur le même minute et demie. Là. C'est ça. C'est ça. Quand tu as des caméras qui vont jusqu'à 3 minutes de vidéo, les gars qui décident de se partir en peur, là, ça prend une bonne source d'alimentation. Puis, en plus, la grande mode maintenant, c'est les caméras cellulaires que les gars, ils ne se déplacent même pas. Ils restent chez eux parce que souvent, ils sont loin de leur spot de chasse. Fait que ça prend de la bonne batterie parce que j'imagine qu'à un moment donné, quand tu descends en bas d'un seuil, le système doit moins bien aller. Là. Oui, ben, ce qu'on voit souvent là, avec l'alimentation des batteries, là, le cas le plus fréquent, c'est les piles 2A alcalines, les piles ordinaires qu'on va acheter un peu n'importe où. Quand on arrive au mois de novembre à chasse au chevreuil.
Là, on a une grosse achalandage de nuit. Le froid, dès qu'on arrive en bas de 0, les batteries 2A alcalines perdent à partir quasiment moitié de la capacité. Fait que si sont de moindrement faibles, ils vont arrêter de fonctionner. Bien gros du monde, ils vont dire la caméra arrête de prendre des photos, elle coupe les vidéos, peu importe. Mais c'est les batteries qui sont plus capables de fournir l'énergie parce qu'ils n'ont plus la capacité au froid la nuit à le faire. Fait que c'est là qu'on embarque avec d'autres sources d'alimentation qui peuvent être plus performantes. Comme les batteries rechargeables standards, déjà là, c'est un peu mieux. Il y a d'autres petits désavantages, des désavantages. Après ça, tu tombes dans le lithium. Le lithium, ben, c'est ça qui est meilleure autonomie côté des piles 2A. Il y a meilleure résistance au froid aussi. Donc, fin d'automne, hiver, 2A lithium, sauf que c'est plus dispendieux. Fait que déjà là, on a un budget à respecter. On va te dire, on va acheter des batteries 2A lithium puis en mettre à toutes les années dans l'hiver, ou on va aller vers une source renouvelable, qui est une batterie externe, mettons 6 volts ou 12 volts, qui est rechargeable. Ou après ça, on a le choix des kits solaires. Pas mal tous les manufacturiers à cette heure ont des options avec panneaux solaires qu'on peut aller mettre. Moi, c'est la façon que j'aime beaucoup travailler, là, un petit bloc au lithium avec un panneau solaire. C'est résistant, ça charge avec le soleil, surtout quand tu travailles en mode vidéo, ça fait la job. Fait que les batteries, c'est toujours important de porter attention à ça. Je t'en ai parlé avant de rentrer en onde. Là, ceux que j'ai essayés cet hiver, là, ils ont été là tout l'hiver, ils ont passé du moins 30 à du 0, du 0 à du moins 30. Puis j'ai ramassé toutes les vidéos, tout ce que j'avais. C'est ça, exactement ça. C'est vraiment malade là, comme installation. Puis ça t'offre, t'as pu te casser la tête, puis corrige-moi si j'ai bien fait mon setup, mais même dans ma caméra, je me suis gardé des batteries dedans pour que s'il arriverait une bad luck, que les caméras prennent, les batteries prennent le dessus, puis écoute, ça a toffé tous les sites que j'ai eu ça. Je n'ai pas beaucoup, là, je n'ai 2, je pense que j'ai monté de même. Ça n'a pas de bon sens. J'aimerais ça m'aligner le plus possible là-dessus cet automne parce que l'information, tu peux te casser la tête avec les batteries, puis les caméras te ramassent ton information, là, tu sais. Non, c'est sûr que le salaire t'amène un gros avantage. Ouais, si je comprends, Mathieu, c'est que les caméras vont marcher en auxiliaire avec les petites batteries alcalines si tu es setupé avec une grosse batterie puis chargeur. Encore là, ça va dépendre des manufacturiers de caméras. Il y en a, tu sais, comme nous autres, on a des modèles chez nous que l'entrée externe a priorité. Si elle est déconnectée, c'est l'interne qui embarque. Okay. On a des nouveaux modèles qui, eux, fonctionnent avec des batteries lithium rechargeables à l'interne. Eux autres, l'externe sert à recharger des batteries lithium à l'intérieur. Fait que des nouveaux modèles, ça dépend. Il faut juste vérifier avec le manufacturier encore, s'assurer que l'externe a priorité ou pas. La façon qu'elle fonctionne vraiment la caméra. Là, il y a tellement de marques sur le marché qu'il faut juste s'informer comme il faut avant. Oui, c'est ça. Mais c'est des options qui existent sur le marché comme tel. Écoute, l'autre chose que j'ai vu des questions passer tout à l'heure, là. Des fils de batterie pendant qu'on est dans l'alimentation. Oui, c'est ça. Là, je vais avoir la question. Là. Attends une minute, je vais la trouver. Là. Tiens. Bon, moi, dans le fond, je me faisais souvent demander ça. Puis, en travaillant dans un département électrique à la base, on a fouillé, on a des gaines qu'on peut mettre sur les fils électriques. Puis, j'ai trouvé une sorte de gaine qui a un produit à l'intérieur qui fait que les rongeurs ne sont pas portés à aller ronger ton fil de batterie. Donc, nous autres, ce qu'on a sorti, c'est ce qu'on appelle le câble anti-rongeur. Donc, c'est un fil d'alimentation standard, mais on a rajouté une gaine dessus qui est comme brune, là. Puis, écoute, habituellement, les gens, j'ai pas eu de mauvais commentaires là-dessus. Puis, quand tu commences à t'en faire couper un, t'en coupes un deuxième, ben les gars disent, on est tanné, on achète l'anti-rongeur, puis après ça, d'habitude, je n'entends plus parler. Le rongeur est électrocuté. Ouais, c'est ça. Sinon, un petit truc maison que les gens peuvent faire, là, la gaine de plastique qu'on peut rajouter là, chez les autoparts, des choses comme ça. Là, un petit truc qu'on peut faire. Là, rajouter une protection fréquente. Du shrink que tu chauffes? Un petit shrink ou tu as de la gaine fendue aussi des fois que tu as. Tu as des types de gaines métalliques aussi qui feraient encore mieux. Oui. Il y a plein de petites choses comme ça. OK. J'ai déjà vu même des gens prendre des bouts de tuyaux là, de cardan ou des choses comme ça pour passer le câble dedans. Là. Fait qu'il y a plein de façons homemade, comme on dit, de le faire. Mais nous autres, on a commercialisé un type de câble vraiment pour cette utilisation-là, anti-rongeur. Mathieu, les batteries ont coulé, on fait quoi? Ça va mal. Ça va mal. Parce que souvent, l'acide, oui, elle va couler sur tes supports à batterie. Il y a toujours moyen de nettoyer ça un petit peu là, avec le vinaigre, le bicarbonate de soude ou d'autres nettoyants. Le problème, c'est quand ça coule, souvent, ça va couler même dans l'intérieur de la caméra. Puis si ça touche au circuit électronique, écoute, tu as des composantes qui
c'est fini. Puis si tu touches au board principal de la caméra, ben on s'entend que c'est le prix de la caméra, c'est la pièce maîtresse. Donc, ça, si jamais c'est juste mineur, moi, souvent, ce que je fais, si on n'est pas capable de nettoyer, parce que souvent, ça va se manger aussi, là, ça va se corroder au bout. Je change les plaquettes ou les springs, c'est possible, mais encore là, c'est pas tout le monde qui le fait. Puis, on est obligé de renvoyer les caméras, tout ça. Comme je dis, souvent, ça va couler à l'intérieur de la caméra aussi. Puis c'est capable. J'imagine que, tu sais, j'ai regardé le prix des caméras un petit peu. Moi, c'est sûr qu'avec l'ours, j'ai toujours été tenté d'acheter du bas de gamme, là, puis de checker les ventes, là, parce que je me les fais bouffer à moitié, tu sais. Fait qu'à un moment donné, quand je paye une caméra 80$, 90$, quand les bonnes sont finies, ce que ça coûte en shipping, en réparation, tu as souvent d'acheter une neuve parce qu'elle va revenir, puis tu ne sais pas si ça va marcher. Fait que, tu sais, tu as des caméras, j'ai vu sur ton site, tu as des caméras, je pense 129 ou 149, tu es rendu là, ça va coûter plus cher de shipping. Oui, c'est ça. Souvent, la réparation, tu sais, on veut pas, quand on travaille, on charge le taux horaire. Tu sais, ton micro-ondes à la maison va briser, est-ce que tu vas aller l'envoyer faire réparer? Non. Non. Ben souvent, les gens, ils pognent, puis on envoie ça, ça ne sert plus à rien. Puis, tu sais, logiquement, Mathieu, là, s'il y a de quoi qui mange la boîte dans le bois, c'est bien caméra de surveillance. Ils sont tout le temps à l'humidité, ils sont tout le temps à l'eau. Les gars, ils pensent pas, tu sais. Je suis le premier, là, que quand t'en as scrappé une ou deux ou trois, là, parce qu'il neigeait ou il pleuvait, puis que tu rouvres ta caméra, tu rouvres tout le setup pour aller jouer dedans, tu sors ta carte SD, il y a de la neige dessus, puis tu la rentres un autre dedans. Tout de suite, tu viens de maganer ton électronique. Moi, chez nous, l'eau puis l'électronique, ça va pas bien ensemble, tu sais. Non. Puis en plus, tu mets ça dans la boîte du 4 roues, béding, madame, ça se fait brasser, écoute. Fait que, tu sais, dans le fond de la chaloupe, nomme-les tout. À Star, moi, je les transporte dans des caisses, dans des caisses, leur faire attention. Quand il pleut, tu m'as envoyé ça, j'ai trouvé ça merveilleux, là. Tu sais, c'est une petite palette que tu mets par-dessus ta caméra qui la protège. Ben, les deux caméras que j'ai mis ça cet hiver, ils ont marché A1, puis celles que j'en avais pas, sur les 3-4, j'en ai deux qui ont pas bien fonctionné après. Fait que, tu sais, il y a un minimum qu'il faut penser quand on a nos caméras dans les mains, à leur faire attention. C'est de l'électronique, ta barouette, là, tu sais, il faut faire attention à ça, là, tu sais. Tu sais, le petit panneau que tu parles, là, Steph, facile, là, prenez un petit galon, coupez-le en deux, mettez-vous ça au-dessus de la caméra. Ça va protéger contre la pluie, la neige, la glace qui pourrait s'accumuler sur votre caméra. Ça va empêcher peut-être la rosée de tomber sur votre lentille. Vous allez chercher une meilleure qualité d'image aussi. Ça. Un truc qui ne coûte pas cher à faire, qui va vraiment peut-être allonger la durée de vie de votre caméra. Tantôt, je vais juste revenir sur Serge qui parlait des batteries qui coulaient. Là. Faites attention. Ouais. Souvent, c'est des batteries alcalines de basse qualité qui vont faire ça. Ouais. Quand les batteries commencent à être faibles, c'est là qu'ils sont propices à couler. Fait que, tu sais, ça m'amène un petit peu sur le point, là, quand on arrive, on ramasse nos caméras de la saison, des vieilles batteries, utilisez d'autres choses, mettez ça dans les manettes de télé ou de quoi, commencez pas à travailler avec des vieilles batteries dans vos caméras. Là. Écoute, m'a manqué une manette de TV parce qu'avec une caméra, 8 batteries par caméra. Là. Ben, moi, je suis correct, j'ai encore des enfants à la maison, fait qu'on envoie ça dans les bébelles des enfants, puis ça passe le restant des batteries. Écoute, il y a une question que je trouve super le fun. Je ne sais pas si ça existe. Et si ça existe, ça serait vraiment cool. Je ne sais pas si tu as envoyé, Mathieu. Oui. Connaissez-vous une caméra ayant des options, ça permettant de céduler des options, des heures critiques afin de minimiser? Oui, on peut minimiser l'utilisation de la caméra. Chez nous, en tout cas, on a un réglage dans la caméra qui s'appelle heure de travail. Donc, moi, si j'ai un exemple pour la prospection dindon, le dindon s'approche, je vais prendre ça comme exemple. On travaille juste de jour, des fois juste l'avant-midi, puis la prospection va se faire le soir. Fait que dis-moi, je veux juste faire la prospection du soir dans un champ. Je pourrais dire, je commence à travailler à 1h l'après-midi jusqu'à 8h le soir. Comme ça, je vais économiser mes batteries. Puis c'est faisable autant ceux qui font de la surveillance des chantiers de construction, ils travaillent, mettons, de 7 à 5. Ils disent, on ne veut pas prendre de photos dans le jour, c'est mes gars qui sont sur le chantier. Mais en dehors de ça, je vais avoir des photos de surveillance. Ben, il y a certains modèles de caméras qui vont offrir cette option-là de pouvoir céduler des heures de travail. Fait que, oui, c'est disponible. OK. Écoute, une autre question quand on remise les caméras puis quand on les sort, les caméras, le printemps, c'est quoi les meilleurs trucs que tu peux nous donner? Bon, c'est l'heure de sortir ma petite feuille. OK, on en a pour 3 jours? Non.
Non, il y a des petits trucs simples. Là. Tantôt, je l'ai dit, retirer les piles, c'est la première chose à faire. Pas laisser de vieilles piles, là. Sinon, on va se ramasser d'un fois au printemps. Parce que la caméra, même si elle est off, il peut avoir une petite consommation de batterie. Puis ça va peut-être amener les piles à couler à un moment donné. Fait que ça, on enlève les batteries en partant. Quand on arrive, on finit notre chasse. C'est sûr que pendant la chasse, on a changé nos cartes mémoire. Il y a rentré de l'humidité dans la caméra ou quoi. La laisser sur le perron au soleil, ouverte, laisser l'air respirer, sortir de l'humidité, avant de la refermer puis la ranger pour l'hiver. Comme ça, toute l'humidité va avoir sorti de la caméra. Fait que arrangez-vous de la faire sécher en quelque sorte. Comme écoute, ça va pas corroder. Écoute, moi j'ai réglé le problème. Je les remise pas, puis je les sors pas. Je les laisse passer l'hiver en dessous de la neige des fois. On les laisse à l'année, c'est bon. C'est bon de même. Ouais. Après ça, un autre entretien qu'on peut faire, là, les joints d'étanchéité. Ça, c'est quand même important. Encore là, on rouvre, on ferme la caméra dans le bois, on la traîne, là, on s'en va dans les épines de sapin. Ce qui arrive, quand on arrive, on est une petite brindille là, une autre petite cochonnerie, là, des points d'intrusion pour l'eau. Quand on arrive à la fin de la saison, faites juste inspecter votre petit seal là, de caoutchouc. S'il y a des cochonneries, bon, on passe un Q-tip, on le nettoie. Il y a même des lubrifiants aussi pour les caoutchoucs. Ah, c'est ça, je m'en allais dire. Moi, j'ai un lubrifiant pour ma roulotte que je me sers pour mes joints de caoutchouc. Puis c'est ça que je prends quand j'arrive à la fin de la saison. Je mets ça dessus puis je fais tous mes caoutchoucs. Moi, c'est primordial. Tu sais, je connaissais pas tous les points que tu disais là, mais les joints d'étanchéité, c'est primordial pour garder mes caméras. Là, fait que je fais bien attention à ça. Est-ce que ça se vend de rechange? Ça se vend-tu de rechange? Nous autres, on en a là, de rechange. Ça dépend des modèles. C'est sur demande spéciale. Là. Okay. On est capable d'en avoir. Okay. Mais surtout le nettoyer au moins, enlever les débris qu'on aurait. Là, ça, c'est quand même assez important. Inspecter la caméra, bien sûr. Là, inspecter, voir si on n'a pas de bris physique. Si on a notre lentille de détection en avant été pointonnée ou quoi, bon, on l'a fait réparer pendant la saison morte. Important, attendez pas au printemps avant d'aller envoyer faire réparer vos caméras. Même chose, si on trouve qu'on a des problèmes, attendez pas pour la garantie au printemps. Profitez de la saison morte pour envoyer vos caméras en réparation ou garantie. Puis faites le nettoyage de la lentille pour la vision, le détecteur aussi. Nettoyez tout ça. Faites un petit coup de clean-up. Mais souvent, là, on a du pollen qui va s'accumuler sur les lentilles, fait que ça devient un peu brumeux, un peu moins clair. On en profite pour faire un clean-up là-dessus. Quand tu nettoies tes lentilles, est-ce que tu nettoies avec un tissu spécial? Un Q-tip? Moi, je prends la microfibre. Même chose que pour les lentilles de caméra qu'on sert pour... Quand on nettoie notre écran de téléphone, là, moi, je prends la même affaire que ça. OK. Écoute, la réponse, on la connaît, là, mais le monsieur veut savoir si chez vous avez des panneaux solaires, ou ça prend trop des batteries, des petites batteries à l'intérieur. Fait que explique ce que vous vendez, vous autres, avec vos caméras. Ouais, ben dans le fond, si je parle du polycharger, tantôt que Stéphane a amené, là, lui, c'est déjà une plaque solaire avec un bloc pile au lithium jumelé en arrière. Fait que à l'intérieur, les batteries sont juste là par précaution, ne sont pas nécessaires. Ou si jamais on débranche la caméra trop longtemps, on va garder la date à l'heure et l'heure à jour. Mais c'est vraiment optionnel. Puis tu as d'autres caméras que eux, l'entrée externe, le panneau solaire, lui, va vraiment charger tes batteries lithium à l'intérieur de la caméra. Donc là, oui, tu n'as pas le choix d'avoir les batteries lithium rechargeables à l'intérieur pour fonctionner juste avec une plaque solaire. Mais encore là, informez-vous avant, être sûr de vérifier avec votre modèle que oui, vous pouvez mettre juste une plaque solaire seule ou demandez l'information. Souvent, c'est marqué aussi dans le manuel d'utilisateur. Souvent, l'erreur que les gens font avec n'importe quelle caméra de surveillance, ils ne prennent pas le temps de lire le manuel. Des fois, juste lire 2-3 pages rapidement, là, on va voir les fonctions de la caméra, on va pouvoir voir les petits trucs et astuces là, assez rapidement. Puis, on voit ce genre d'informations-là dans le manuel assez souvent. Là. OK. Hey, Serge, tu parlais pour nettoyer la lentille, là, il y a des petites bidules qui se vendent. Moi, j'ai tout le temps, j'ai ma poche de jumelle que j'ai tout le temps dans le cou. Puis, tu as une petite patente, vous allez pogner, écoute, moi, je les achète dans choses de caméra ou des affaires de même, puis tu tires dessus, puis tu as tout le temps ta lingette avec toi, tout le temps dans le bois. Moi, j'en ai après tout, j'en ai après mes sous, j'en ai après tout. Fait que quand tu arrives à nettoyer ta caméra, au lieu de prendre ton doigt, si tu as tout le temps tes lingettes. Ouais, c'est ça. Hein, tu fais ça. Ben, tu sais, tu as tout le temps tes lingettes. Quand tu as fini, tu fais que la prendre, tu rentres dedans.
Puis quand tu transportes, il pleut, est à l'épreuve de l'eau. Fait que ce soit tes caméras de surveillance, tes lentilles, tes affaires, tes scopes, peu importe, tu as tout le temps la vraie bonne lingette pour nettoyer tes affaires. Ça se trouve, moi, écoute, je vais prendre, comme je te dis, des affaires de caméra. Là, souvent, c'est là qu'on va y trouver. Il y a certains magasins de sport à cette heure qui en tiennent. OK. Mathieu, une autre question pour toi, un petit peu plus direct à Bolly. Rive-Sud de Montréal, est-ce que tu as des gens? Sinon, sur ton site Internet? Oui, il y a des détaillants sur la Rive-Sud de Montréal maintenant. Juste aller voir sur le site bolly.ca. Il y a une section détaillants. Donc, vous allez avoir une carte, vous marquez votre municipalité, puis ça, vous faites une recherche, là, vous allez voir les détaillants qui sont autour de chez vous. OK. Parfait. Je ne sais pas si Dave, il doit être à l'écoute. Dave, va falloir que tu nous sortes le gagnant de la caméra et les deux gagnants des passes là, pour la soirée en fin de semaine. Je ne sais pas si tu es là-dessus, Dave, actuellement. Je t'ai peut-être pogné de cours. Envoyez-moi donc un petit message, mon Dave, un petit Facebook. Hein? Il court, là. Oui. Là, il dit oui, je suis là. Hey, sinon, on attendait, je vais t'emmener d'autres sujets. Là. Moi, j'ai du stock. On fait juste effleurer les bords de l'utilisation de caméra. On n'a pas parlé vraiment des positionnements, on n'a pas parlé des champs de vision. Il y a plein de points techniques, plein d'utilisations qu'on peut faire. Là. Écoute, je pense qu'il va falloir que je fasse des lives moi tout de mon bord. J'en reviens. Écoute, Mathieu, si tu veux, on pourra faire des petites choses techniques ensemble que je peux mettre sur Chasse-Pêche 2.0. Puis même, je pense que Steph va faire ça avec toi aussi. Là, moi, écoute, j'ai tellement souvent de questions là-dessus. Tu sais, juste une qui revient là, 100 fois par semaine. Là. Quand tu mets d'une trail, c'est quoi le meilleur positionnement pour être capable de bien pogner ton gibier quand il passe dans la trail? Parce que souvent, il pogne la queue ou il pogne le bout du nez, mais il pogne pas la bébite. Tu conseilles quoi, toi, Matt? Bon, là, il faut juste comprendre un peu le principe du détecteur, la façon qu'il travaille. Ça, il est centré sur la caméra, puis ça s'en va comme un cône de détection qui avance, comme un cornet. Fait qu'il avance, puis il s'agrandit à s'en allant. Si on met ça sur un sentier, puis qu'on est perpendiculaire au sentier, là, mais puis qu'on est trop proche, on a une zone de détection puis de vision vraiment petite. Fait que si le chevreuil passe, soit qu'on va être trop lent à le détecter, puis qu'on va soit pas le voir le cul, puis si on est trop rapide à le détecter ou qu'il avance pas assez rapidement, on va y voir le bout de la face ou quoi. Fait que ça va être bien dur d'avoir le chevreuil vraiment dessus ciblé. Puis on ne voit pas aussi ce qui suit dans le sentier comme il faut. On va vraiment se décaler en angle. On va aller chercher à peu près peut-être un 30 degrés avec notre sentier. Fait que comme ça, on va voir le chevreuil qui s'en vient face à nous autres, qui va s'en aller vers l'autre bord. Puis en même temps, ça va nous permettre de voir si on a d'autres choses dans le sentier. Puis notre compte de détection et de vision, on est vraiment vers en fin de compte, quand ta trail, elle s'en va comme ça, au lieu de mettre la caméra de même, tu vas la mettre en angle pour que quand il passe, tu vas le prendre peut-être sur 1, 2, 3, 4 photos parce qu'il est là longtemps. Puis la même affaire quand il s'en revient sur l'autre sens, tu vas le pogner en revenant quand il va passer. Est-ce que tu as une dimension de ton cône à tant de distance? Ça rouvre de comment? Mettons, à 10 pieds, il large comment? Puis à 20 pieds, puis à 30 pieds? As-tu une idée? Écoute, j'ai tout ça dans mes calculs techniques au bureau, là, mais là, vite de même. Grosso modo, là. Tu me prends à brûle pour point, il faudrait que je me connecte à distance, je verrais, mais j'ai un objet de calcul qui va me dire, exemple, habituellement, on a à peu près 70 degrés de détection. Fait qu'on part avec un compte de 70 degrés qui rouvre, puis tu as des caméras qui détectent, qui détectent 70 degrés de large, mais qui vont voir juste 55 degrés de large. Tu en as d'autres caméras qui vont voir 80-90 degrés de large. Fait que là, on embarque dans l'histoire du champ de vision. Fait que ton champ de vision, idéalement, il faut qu'il se rapproche le plus possible de ta largeur de détection. Tu vas être sûr d'avoir ton animal dedans. Puis l'avantage que tu peux avoir avec une caméra champ de vision large, c'est que ton animal va toujours être dans ta photo parce que ton champ de détection il est au centre. Fait que tout ce qui est en périphérie, là. On avait mis des photos. Ouais, c'est pas nécessairement un chevreuil, mais au pire, mets la celle avec le petit carré rouge après, Serge. Ça, c'est une avec un champ de vision large. Je suis en secteur rapproché. Moi, j'aime beaucoup travailler le champ de vision large avec le rapproché parce que j'aurais pas pu m'installer dans l'eau à moins de mettre un piquet piqué dans le ruisseau, là. J'aurais pas été capable de voir cette prise-là complète, mais dans l'autre qui suit avec un champ de vision régulier, j'aurais juste eu ce genre de résultat-là. Puis mon champ de détection, il aurait été la même largeur aussi. Mais là, on voit qu'avec une caméra régulier, j'aurais plus jamais faire le travailler. Mais moi, l'autre photo, Serge, avec le petit carré rouge, là, qui est, je sais pas si tu l'as loadé aussi, que je t'ai envoyé. Non. OK. Non, parce que j'en avais une qui montrait, là, exemple, un champ de vision régulier puis un champ de vision large.
un large, là, on rajoute au moins 20-25 tout le tour de l'image. Fait que dans un champ, c'est pas négligé. Il y a plein d'informations qu'on peut voir de plus. Puis ça, c'est-tu des caméras spécifiques qui font ça, Mathieu? Ou c'est nous autres dans le réglage? Non, habituellement, ta caméra, quand tu la jettes, elle a une lentille déjà prédéfinie qui est soit champ de vision large ou régulier. Habituellement, standard, c'est vraiment du régulier. Mais là, on est bien mieux de bord quand on achète une caméra d'investir dans une caméra qui a un wide angle, comme tu dis, avec un large. Ça dépend de l'utilisation. Parce que, regarde, moi, j'ai l'habitude à travailler en champ de vision proche. Parce que ça me permet d'être rapproché puis voir tout. Il y a des fois, on n'a pas le choix. On est dans du bois sale puis on ne voit pas. Si on met un champ de vision régulier, on manque beaucoup d'informations parce qu'on n'a pas d'espace. Puis le champ de vision large, en espace restreint, elle va être bonne. Dans un champ, exemple, on veut travailler du dindon en fonction time-lapse. On veut tomber hors du champ de détection. Mais en étant large, là, je vais voir toute la largeur de mon champ au lieu d'être juste une parcelle de champ. Fait que ça a une utilisation. Par contre, le désavantage de la majorité des caméras à champ de vision large, vu qu'on a beaucoup plus d'informations sur notre photo, ben, tout nous paraît plus éloigné. Donc, les détails, tout ça, sont moins zoomés. On a plus d'informations, mais moins détaillées. Puis de nuit, ben là, encore là, quand on parle d'éclairage avec un champ de vision large, tu as beaucoup plus de terrain à couvrir avec ton éclairage. Fait que beaucoup plus dur pour la caméra d'aller chercher un bon contraste noir-blanc puis un éclairage qui est égal partout sur toute l'image. Fait que de nuit, c'est désavantageux d'avoir un champ de vision large. Par contre, dans le jour, il y a plein d'avantages à ce genre de caméra-là. Il faut juste vraiment utiliser la bonne caméra aux bonnes places. Regarder nos besoins puis voir comment est-ce qu'on veut le faire. C'est lequel, ça comme un coffre à outils. Quel modèle? Oui, c'est ça. Puis quand tu en achètes, en tout cas, moi, j'aime mieux le wide angle, personnellement. Là, ça, c'est mon avis à moi. Parce que ça dépend où tu chasses toujours. Là. Exactement. C'est toujours relatif à ça. C'est ça. Il n'y a pas de. Il n'y a jamais rien de parfait. Hein? Non, exactement. Mais Serge, juste une question. Oui. C'est lequel le modèle que tu conseillerais dans un boli, celle qui est wide angle? C'est celle-là, mon marché. Présentement, avant, on avait un modèle entrée de gamme, haut de gamme. Là, on a gardé juste un modèle haut de gamme là, qui se trouve avec la BG662. Je pense que tu as travaillé un petit peu avec celle-là. Oui, c'est ça. Ce qui est le fun avec celle-là, c'est que c'est un champ de vision large de la lentille, mais on a une option dedans qui permet de corriger ta lentille. Donc, tu viens te rapprocher un petit peu d'une caméra à champ de vision régulier, si tu veux. Fait qu'on peut jouer entre les deux, entre l'original large ou une version corrigée. Fait que c'est vraiment le fun comme petit modèle. Mais il faut juste savoir ce que ça a comme propriété, un champ de vision large, les points forts que ça amène puis les points faibles. Parce que des fois, quelqu'un va acheter ça au hasard, va dire « Hey, c'est ton haut de gamme ». Tu vas dire « Hey, de nuit, c'est moins bon que l'autre qui est moins dispendieuse ». C'est ça. Il faut juste être avisé de ça. C'est à cause de la configuration de la caméra que tu vas acheter simplement. Là. Sans pas rapport à la qualité de la caméra, c'est la configuration d'un titre, d'un sable. C'est des limitations techniques, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais écoute, ça, c'est des affaires que je ne savais pas pantoute. Pour moi, une caméra, c'était. T'achètes ça dans un tu vas faire des photos, prendre des vidéos. Sérieusement, les champs de vision réguliers, là, même dans le régulier, t'en as. Souvent, les caméras plus cheap, ils vont être vraiment étroits. Et le monde va dire, wow, on voit quand même bien parce que oui, tu as un effet zoomé détaillé, mais tu perds plein d'informations à côté là, que tu vois pas. C'est ça. Exact. C'est ça, exactement. Écoute, on a des gagnants déjà. Oh, yes. Oui. On va commencer avec des passes pour TFCP. Le premier gagnant, c'est M. Jean-Marc Bolduc. Fait qu'on a ses coordonnées, on va les envoyer à Daniel. Daniel ou Kenny va communiquer avec vous. Vous envoyez ça probablement par. Je vais vous envoyer un message demain, M. Bolduc, puis, ou envoyez-moi, si vous m'écoutez, vous êtes là, envoyez-moi par Messenger sur Chasse-Pêche 2.0 vos coordonnées, votre adresse email, tout ça. Après ça, le deuxième gagnant, c'est M. Raymond Dussault. Pour encore laisser passer. Fait que Raymond, si vous êtes là, envoyez-moi un petit message sur Messenger. Et le gagnant de la caméra, David, tu m'as mis son nom, mais j'espère que tu as les coordonnées. C'est M. Michel Landry. De toute façon, Mathieu, on va t'envoyer son compte Facebook. On va rentrer en contact avec lui. Là. Excellent. Ouais. Fait qu'on on va te faire suivre ça. Fait qu'écoutez, les gars. Félicitations à tout le monde, là, bravo.
Ouais, une belle caméra. Fait qu'écoutez, ça a été super intéressant. On a eu On a déjà fini! Écoute, Hey, j'en ai encore une affaire, Serge. Une affaire. Il est moins quart. Il est moins quart. OK, vas-y, go. Hey, attends, c'est-tu d'ordre général pour aider tous les chasseurs? Oui, monsieur. Go! On prend le temps. Go. Tantôt, on a parlé d'installation. Quand on travaille au chevreuil, on est installé souvent plus bas versus l'installation en hauteur. As-tu la photo versus les modes nuit? Juste l'installation de la hauteur, c'est la même caméra qui a pris la photo. Vous allez voir, là, souvent, les gens me demandent pourquoi que la caméra éclaire mieux ou pas. Ça, c'est installé à peu près à deux pieds du sol. Regardez là. Fait qu'on est vraiment limité sur la zone de couverture d'éclairage. Si tu peux venir avec l'autre photo, Serge. Là. Fait que là, j'ai relevé à peu près à 4 pieds. Regarde, là, on voit mes cèdres, on voit mes chaises de patio. Fait que c'est vraiment incroyable la différence. C'est la même caméra, les deux. Et c'est juste que j'ai monté de 2-3 pieds de différence entre les deux. C'est seulement ça. Vite fait, là. Ouais. Luminosité. Ah oui. Ouais, mets donc l'autre. Mets l'autre. T'as-tu l'autre? Bon. Ça, là, entre les deux photos, là, t'as même pas une minute. Le client m'appelle, il dit, hey, tu sais, me semble que ma caméra posait mieux que ça, là, elle prend des photos sombres. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, là, regardez dans le haut de la photo, l'exposition au ciel. L'exposition à la lumière, là, c'est important, ça reste une caméra, donc on fait toujours attention à l'exposition versus la lumière. Là, on a juste incliné la caméra d'à peu près 15 degrés vers le bas. Regardez les couleurs, comment elles sont plus claires. Fait que c'est exactement la même caméra, le même moment de la journée. C'est vraiment juste l'inclinaison de la caméra. On laisse rentrer moins de lumière. Sinon, ben, on se met face au nord. Comme ça, on n'a pas le soleil qui vient plomber directement dans la caméra. Meilleure exposition en lumière. Puis ça va donner le genre de vidéo que tu vas pouvoir mettre tantôt, Serge, là, avec une belle luminosité. Là. Je suis sûr que tu l'as. Écoute, je vais le loader. Ça va prendre 2 minutes, je vais le loader. Ça va vous permettre de jaser. Pour finir, ça va finir tantôt. Ouais, mais Matt, on va terminer là-dessus. Sérieusement, là, il faudrait, avec Serge, là, se trouver un moyen de se pogner avant que la chasse commence, puis se faire, mettons, ramasser toutes les questions pertinentes que les clients peuvent nous courir. Parce que moi, là, j'avais 5-6 questions à soir qu'on n'y a même pas touché, puis faire toutes les capsules rapides, puis toutes les mettre sur nos sites, que les gens, tu sais, qui comprennent l'ABC, mettons, des caméras, puis qui comprennent les ajustements, parce que ça serait écœurant. Même moi, à soir, il y a des affaires, tu sais, j'en utilise en masse des caméras, ça fait 20 ans que j'utilise, ben, je ne sais pas combien de temps, fin de cette bout, là. Mais tu sais, Serge, ça fait 50 ans, là, mais moi, ça fait 20 ans. Non. Écoute, moi, j'avais les bidules avec les fils. Ah ouais, moi avec. Mais tu sais, des trail timers. Ouais, des trail timers, mais ça serait bon, Matt, de se trouver un temps, il faudrait planifier ça, puis faire des capsules rapides bien vite, mais donner toute l'information pour que les gens puissent se retrouver partout sur nos explorations. En tout cas, on va s'en reparler, puis je pense que les gens vont trouver ça cool, là. Mais j'en profite pour dire, tu sais, je vois des questions pour passer. Il y en a qui ont des questions supplémentaires. Tout ça. Je veux juste aviser que sur ma page de Bolly, puis sur ma page aussi de travail, là, Mathieu Caron, bolly.ca, je vais en faire des capsules déjà, tu sais, des petits points techniques qu'on va amener, tout ça. Fait que les gens, s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, suivez-moi. C'est sûr qu'il va y avoir du stock d'ici l'été, là, on est en préparation. Puis comme tu dis, d'ici à l'automne, il faut s'arranger pour faire de quoi. Là. Quand ça arrive, n'importe quoi que tu mets, tag-nous, qu'on puisse nous autres les repartager, parce que avec le nombre de gens qu'on a maintenant, on ne les voit pas toutes, mais gêne-toi pas pour nous taguer, puis que nous autres, après ça, on les repartage, puis que ça soit redonné à tout le monde, parce que c'est malade, là, ces infos-là. Là, tout le monde, en tout cas, je vois tout le monde, il n'y en a pas gros qui ont dit que ça n'avait pas de bon sens, puis c'est important si on va avoir un maximum de rendement. Là. Mais tu vois l'usage de ta braquette, là. L'usage de ta braquette là, pour ajouter l'angle de caméra, d'avoir le petit bâton, que le bâton qui tombe, là. Puis là, tu as taux de luminosité là, dans ton champ de vision. Là. Ben, tu sais, c'est ça. La beauté de, tu sais, s'il est rentré dans l'arbre, surtout le Spy Eye, là, tu peux juste faire ça, puis c'est là que tu le vois que faut pas que tu pognes ton CL, faut que tu pognes le top de tes arbres, puis que là, tu vas avoir un maximum. Non, mais même Stéphane, là, quand tu en mets à hauteur normale, là, tu veux à l'horizontale, la braquette, là, tu ne casses pas la tête. Puis écoute, tu es capable de le faire de tous les sens. C'est pas dispendieux parce que, Mathieu, je pense que tu vends un kit de 5 braquettes. Pourquoi une centaine de piastres, grosso modo? Ouais, la braquette en tant que telle, là, elle revient à peu près une vingtaine de piastres chaque. Non, mais ce qui est important d'avoir, c'est vraiment le kit de départ, le petit adapteur comme ça, qui vient dans un kit à 60 avec une braquette. Sinon, ben, tu as des kits complets comme Stéphania, là, avec la scie, puis encore là, on n'a pas parlé de nettoyage tantôt devant une caméra, il y a plein d'affaires. Écoute,
On s'en reprendra une autre fois. Là. Des heures de plaisir. Ce que je parlais, Mathieu, là, c'est pas la braquette du High Spy, là, c'est du Spy High. C'est ta braquette pour soutenir ta caméra. Ah oui, okay? oui, oui. Tu sais, tu vends des kits, tu as un kit de 5, là, ça vient par kit de 5, ça. Ben, ça vaut quoi? Ça vaut c'est ça. Ça, c'est 20$ avec la vis. Fait que ça avait un bon système d'appoint. Puis si tu as l'adapteur, le montant à l'heure, ben, tant mieux si c'est un plus. Mais juste pour travailler à hauteur d'homme, déjà la braquette versus la courroie, c'est vraiment bien. C'est pas cher parce que c'est ça, ton kit à 5, ça revient à peu près, je pense, à 18$ la braquette track. Là, fait que c'est 100$ pour 5, fait que c'est 20$ la braquette. Ah, OK. Parfait. On va développer après ça les time-lapse puis toutes les visions. Ouais. Écoute, ça finit pas. Il y a tellement d'ajustements que, tu sais, on pourra tout déterminer ça pour qu'on les connaisse très, très bien. Puis ça serait vraiment cool. Tout le monde va être gagnant de ça, c'est sûr. Oui, absolument. Je vais juste vous présenter le petit bout de film. On va terminer, on va revenir après. Okay. En fait, c'est qu'il y a 2 films. Il y a un loup qui a été pris avec des caméras. Et l'autre, c'est un cerf de Virginie que Mathieu m'a envoyé. Mais je veux que les gens regardent la qualité de la définition de l'image et de la clarté. Là, tu vois, la lumière. Vois la lumière, ouais. Malade, hein? Sur une télé, c'est malade. Quand tu regardes ça sur la télé, là, on se fait nos propres films de chasse. C'est le fun au bout de regarder. Fait que les gars, un gros merci. Stéphane, on n'oublie pas, samedi, 7h30, 3500$ en prix pour l'anniversaire de On Jase. Demain matin, c'est le pré-party, puis samedi, on va avoir du fun tout le monde ensemble. Bon. Good. Fait qu'on va suivre ça. Mathieu, un gros merci d'être venu. Écoute, merci, tes informations, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui les ont appréciées. Je remercie les gens d'avoir été là en grand nombre encore une fois. Puis j'espère que ce qu'on a partagé avec vous ce soir, ça va vous aider là, pour vos succès de chasse qui sont à venir pour la prochaine saison qui commence. La semaine prochaine, spécial dindon avec Mario Huot. Il y avait une formation qui était en vente en ligne, puis Mario va venir répondre aux questions suite à la formation. Fait que ça va être super intéressant. Fait qu'un gros merci tout le monde, puis on se revoit très prochainement. Salut! Ciao tout le monde, à demain matin! Merci! Merci là, ciao!